C'est la suite de notre Kitchen Talk numéro 8 sur le trafic des enfants au Cameroun. Donc, nous étions en train de lire l'article « Le trafic des enfants au Cameroun, étude d'une forme d'abus à l'égard des cadets sociaux » par Séverin Cécile Abega, Claude Abbé et Honoré Mimché, paru dans la revue Société et Jeunesse en difficulté, numéro 3, printemps 2007, Varia. Alors, le temps de retrouver... Donc, nous étions à la problématique du trafic des enfants au Cameroun et nous devions parler de l'entrée dans les circuits de trafic. L'entrée dans les circuits de trafic. Il existe des enfants en détresse qu'un bienfaiteur a bien voulu aider, une sorte de bon samaritain derrière lequel se profilent le paternalisme et le rapport de protection qui cachent l'exploitation. Ce bienfaiteur peut être un parent, une connaissance de la famille ou alors un intermédiaire du patron qui dissimule mal son identité en préférant se présenter comme une connaissance bienveillante du patron. Les résultats de notre investigation sur la nature du lien unissant les enfants aux individus qui ont assuré leur départ du lieu de vie initial en donnent un certain éclairage. Au cours de l'enquête, 84 sur 87 de nos informateurs ont accepté d'indiquer l'initiateur de leur déplacement. Un quart de ces 84 enquêtés déclarent avoir été déplacés par un parent. Le déplacement est aussi, à proportion égale, le fait des employeurs eux-mêmes. Cette constatation montre bien la responsabilité des parents dans le trafic des enfants. Le déplacement s'est effectué sur l'initiative d'un employeur après négociation avec les parents. Le fait que le déplacement soit initié par un parent, 25%, établit que la responsabilité de la parentèle ne s'arrête pas à la négociation. Si l'on ne peut assimiler purement et simplement les membres de la parentèle à des intermédiaires, l'on ne peut par contre s'empêcher de constater qu'ils contribuent de manière significative à la constitution des réseaux. Ainsi donc, en initiant le déplacement des enfants, le parent se prête au jeu des intermédiaires qui rôdent dans les bassins d'emploi. Dans tous les cas, on remarque que dans 77% des cas, un intermédiaire est intervenu et que celui-ci, dans près de 40% des cas, est un proche de la famille. L'ami de la famille et la connaissance du patron sont deux visages d'un même acteur, l'intermédiaire. Selon les données recueillies, l'ami de la famille déplace 14% des enfants de l'effectif ayant fourni une réponse à notre préoccupation, alors que la connaissance du patron est l'initiateur de 9,5% des déplacements. Cet intermédiaire se présente en philanthrope. Il prend l'enfant avec lui pour soulager ses parents, soulager entre guillemets, de leur importante charge. Il promet généralement de prendre en charge l'éducation scolaire de l'infortuné gamin et pour cela, il lui trouve une occupation pouvant lui rapporter un peu d'argent et lui permettre ainsi de vivre et de compenser certains frais.
nous ne négligeons pas le fait que 23% des enfants avouent avoir pris eux-mêmes l'initiative de leur enrôlement. Cette donnée est importante. Elle montre que le départ de la famille pour un emploi auprès d'un patron est perçu comme positif et présenté comme tel par les intermédiaires et les employeurs. Il s'agit alors pour l'enfant d'une opportunité à saisir, d'une chance d'améliorer sa condition sociale et financière, de faire un apprentissage, de s'initier auprès d'un maître ou de cesser de constituer une charge pour les parents tout en contribuant au bien-être de la famille par un apport financier. Des enfants sont aussi enrôlés dans les circuits de trafic par leurs copains d'enfance, eux-mêmes déjà en situation de trafic. Face à la détérioration des conditions de vie offertes par les parents et l'attraction que la ville exerce sur les ruraux, certains enfants initient leur propre déplacement. Une fois en ville, ils sont placés par leurs amis d'enfance avec qui ils avaient dûment pris contact. Ces amis proposent alors leurs services, soit à leurs employeurs, soit à un familier qu'ils fréquentent depuis leur arrivée en ville. Les infortunés sont présentés à ces éventuels employeurs comme des individus en quête d'une situation d'emploi. De tout ce qui précède, il ressort que les visages du trafic des enfants sont multiples. L'entrée dans les circuits de trafic se fait de plusieurs façons. Malgré cette complexité du phénomène, l'on peut se faire une idée de l'enfant trafiqué au Cameroun. Il s'agit très souvent d'un enfant précocement séparé de ses parents par une tierce personne pour diverses raisons. Nous l'avons vu, cette séparation est activement négociée par les parents qui reçoivent de l'argent quand ce ne sont pas des promesses de diverses natures que le futur employeur est supposé réaliser. Il est significatif que cet enfant garde fréquemment le contact avec sa famille. L'enfant trafiqué est aussi celui que l'on place auprès d'un employeur après l'avoir ainsi déplacé. Dans certains cas, l'employeur est l'initiateur du transfert de l'enfant, ce qui signifie que l'enrôlement de ce dernier par les trafiquants est vécu comme un investissement dont on doit tirer profit. L'on comprend alors pourquoi le trafic des enfants recouvre un autre phénomène, celui du travail précoce des enfants. L'enfant victime d'un trafic est d'abord un enfant séparé de sa famille. Cette séparation géographique nous oblige à scruter les itinéraires suivis par les victimes dans nos zones d'enquête. Sur le plan géographique, il est apparu que les enfants victimes de trafic proviennent à la fois du territoire camerounais et des territoires voisins tels que le Nigeria ou la République centrafricaine. Sur 87 cas étudiés d'enfants victimes de trafic, 68 sont issus de familles camerounaises et 19 sont des étrangers. Dans notre échantillon, les Nigérians sont plus nombreux avec un effectif de 18. La plupart disent venir des régions de la Cross River, Umuahia et de Akpa Ibom, qui se trouvent à l'est du Nigeria. Cette présence des enfants en provenance du Nigeria au Cameroun est facilitée par la multiplicité des criques sur le littoral camerounais, car une partie de ces enfants parviennent
à leur destination en empruntant la voie maritime, même si certains arrivent par la voie terrestre. Les cours d'eau qui se déversent dans la mer permettent aussi une intense circulation. Les enfants arrivent dans des embarcations de fortune ou dans de longues pirogues à moteur qui sillonnent les eaux douces et salées des criques et des rivières. Vu la taille de ces embarcations, ils peuvent débarquer n'importe où, ce qui rend difficile la localisation des zones de débarquement. Nous voulons à présent rendre compte du quotidien des enfants victimes de trafic. Il s'agit de découvrir leur lieu d'hébergement et leurs pratiques alimentaires. Nous voulons aussi décrire leurs tâches et les conditions dans lesquelles ils sont amenés à les remplir. Emploi ou tutelle? Une question se pose. S'agit-il d'emploi ou de ce que le jargon des démographes appelle confiage, une coutume fortement établie dans les cultures camerounaises est de confier son enfant à un parent ou un ami pour qu'il l'élève. Il est donc important de distinguer si nous sommes dans ce cadre coutumier, quitte à indiquer des glissements ou des abus, ou si on peut vraiment parler d'un recrutement d'actifs économiques. Il est encore courant de mettre un enfant sous tutelle chez un parent ou un ami. Il s'agit de ce qu'on peut considérer comme une adoption partielle ou un accueil qui souligne la force du lien unissant deux familles ou les membres d'une famille entre eux. Le tuteur considère le pupille comme son enfant et le prend partiellement ou entièrement à sa charge pendant une période plus ou moins longue. Autrefois, cette prise en charge était totale et le tuteur veillait à initier l'enfant qui lui était ainsi confié et à le circoncire quand c'était un garçon. L'enfant se plie aux mêmes règles et bénéficie des mêmes avantages que ceux du chef de ménage. Ainsi, quand un couple n'avait pas d'enfant, ou tout simplement pour manifester et visualiser les liens avec la famille, entre la famille d'accueil et celle de départ, des enfants pouvaient être déplacés d'une famille à l'autre. La solidité de ces liens garantissait un traitement de faveur à l'enfant. Le développement des villes et de la scolarisation a donné un nouveau visage au phénomène. Les établissements scolaires, notamment ceux de l'enseignement secondaire, étant implantés pour la plupart dans les villes, les populations rurales confient leurs enfants à leurs parents qui vivent en zone urbaine, stratégie qui facilite à ces jeunes l'accès au collège, au lycée et aux apprentissages de métiers autres que l'agriculture et l'élevage. Les deux cas de figure existent encore. Quand les liens sont très forts entre les membres du ménage de départ et celui d'accueil de l'enfant, la prise en charge est totale dans sa nouvelle famille. Quand ils sont plus lâches, elle est plus souvent partielle, se résumant parfois au toit et à la table. Les frais scolaires
de transport et de santé étant attendu de sa famille nucléaire. Il peut arriver qu'un pareil enfant soit plus sollicité pour les travaux ménagers par exemple. Ceci est cependant ressenti comme un abus et ne remet pas en question son statut par rapport aux enfants du chef de ménage. À côté de ces hébergements plus ou moins longs, avec prise en charge, au moins partielle, du jeune qui bénéficie de l'hospitalité de sa nouvelle famille, on peut aussi évoquer le cas de jeunes célibataires qui allaient se placer sous la tutelle d'un homme riche. En effet, le développement de la grande polygamie à partir du commerce à longue distance et plus tard le développement de l'agriculture de rente, en nivelant fortement les vieilles hiérarchies sociales, a permis à quelques individus devenus soudainement plus riches que la moyenne d'accumuler chacun plusieurs dizaines de femmes et rendu difficile l'accès au mariage. La société valorisant l'accumulation des personnes à travers la multiplication des épouses et une nombreuse progéniture, les jeunes hommes ainsi privés de l'accès au mariage allaient s'installer chez les grands polygames pour se mettre à leur service et se constituaient ainsi en force laborieuse. Il s'agissait de jeunes déjà pubères et cette tutelle pouvait se poursuivre même à l'âge adulte quand l'individu tardait à se marier. En effet, même lorsqu'il se déroule sous couvert de confiage, le trafic des enfants s'accompagne généralement de la mise au travail des enfants. Cependant, le travail des enfants revêt dans certains cas observés le visage d'une exploitation économique et sociale attestée par les abus dont ils sont victimes. C'est par exemple le cas lorsqu'un enfant doit effectuer tous les travaux domestiques pendant que la progéniture du chef de ménage joue ou s'adonne à ses études, quand cet enfant offre sa force de travail contre une rémunération, quand il subit des punitions qu'on n'impose pas aux autres enfants de la maisonnée, quand les liens de parenté ou d'amitié entre ses parents et ceux de la famille qui l'accueille ne sont pas évidents, quand on se rend compte que son arrivée au sein du ménage d'accueil a été favorisée par un intermédiaire rémunéré, quand il apparaît qu'il ne dort pas sous le même toit que les autres enfants et ne partage pas leur repas. Il s'agit là d'indicateurs du statut que nous examinerons dans la suite de cette étude. Les enfants que nous avons rencontrés au cours de notre enquête ont un statut différent. Leur force de travail est exploitée, souvent abusivement, et cette mise au travail est la conséquence d'un transfert accompagné de monnayage, aussi bien en direction de l'enfant que de ses parents et parfois d'un intermédiaire. Un cas survenu à Bamenda est rapporté par les services de la délégation provinciale des affaires sociales du Nord-Ouest, conduit cependant à s'inscrire en faux contre l'idée que les enfants victimes de trafic sont en fait des enfants mis en tutelle auprès de leurs collatéraux. On a eu le cas d'une jeune fille placée chez un Ibo à Bamenda par sa famille, sans le consentement de l'enfant. Chez le Ibo, elle était utilisée comme fille de ménage. Elle n'était pas heureuse parce qu'elle était maltraitée. Elle a dû quitter la maison de cet homme. Elle est tombée dans les mains d'une femme qui faisait la braise du poisson en bordure de route. Celle-ci l'a gardée pendant 2 jours avant de la conduire à Emo. Le monsieur Ibo a été convoqué au service social, mais il était convaincu que l'enfant lui avait été confié par sa famille. Or, nous nous étions basés sur la maltraitance de l'enfant. Il a fait venir le grand frère de la fille
qui a confirmé ce qu'il avait dit. Quand on a exigé que l'enfant retourne dans sa famille, le grand frère l'a accepté, mais à regret. Pour ce qui s'était passé, c'est que la famille s'était arrangée pour percevoir de l'argent du hibo pour le travail de la fille. Il est clair que dans le cas que il est clair dans ce cas que l'enfant est confié à une personne qui n'est pas membre de sa famille et que ses parents attendent des dividendes de son travail. Il ne s'agit donc pas d'une forme d'adoption ou de mise en tutelle, mais bien d'une embauche. Le consentement des parents met l'employeur en confiance et il compte s'appuyer sur la famille pour revendiquer ce qu'il croit être ses droits. À ce point de notre analyse, deux éléments apparaissent qui attirent l'attention. Le caractère marchand de la transaction, doublé d'une zone de flou où les facteurs économiques peuvent être dissimulés derrière des éléments de culture ou des justifications à caractère social comme l'aide aux parents, l'assistance à un enfant dans le besoin. Il est important de documenter ces aspects pour bien identifier le phénomène auquel on a affaire. Il apparaît ainsi que 44 employeurs sur 74 affirment verser un salaire aux enfants. Cela pose ces derniers comme une main-d'œuvre. Ils sont dans une relation d'employé à patron, qui cependant n'éteint pas l'ambiguïté. Par contre, 30 employeurs disent ne pas verser de salaire. On les présentera donc comme des membres de la famille et on tentera de les assimiler aux enfants, bien que leur statut soit différent et qu'ils soient d'abord considérés comme une main-d'œuvre et traités comme tels. Le discours de la coutume permet dans ce cas de créer un espace de contiguïté à partir duquel peuvent s'organiser des relations d'exploitation sans implication de rémunération et qui ne garantissent pas à l'enfant d'être traité comme un fils de la maison. Il est cependant important de se rappeler que sur 87 enfants interrogés, seuls 23 affirmaient recevoir un salaire à la fin du mois, le reste étant nourri de promesses, notamment celle de recevoir un capital à la fin de la période d'emploi, présenté aussi comme un apprentissage, ou alors de recevoir tout son pécule en une fois à la fin d'une période fixée d'avance, ce qui ne garantit pas pour autant qu'ils l'apercevront. Cela attire l'attention sur les salaires versés aux enfants. Généralement, le salaire est versé à l'intermédiaire dont dépend l'enfant. Celui-ci peut toucher 20 000 à 25 000 francs CFA par enfant. Il reversera à celui-ci entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Parfois, une part est également versée aux parents de l'enfant. Selon les employeurs, cependant, la plupart des enfants à leur service sont mieux payés que les fonctionnaires camerounais. 21 sur 45 percevraient plus de 100 000 francs. La comparaison avec les déclarations des enfants laisse cependant entrevoir une autre réalité. Même dans l'hypothèse d'une erreur, avec la supposition qu'il s'agit plutôt d'une rémunération annuelle, il resterait encore la discordance entre la proportion des enfants qui disent ne rien recevoir et celle des patrons qui déclarent leur payer les sommes mentionnées ci-dessus. On remarquera aussi que le rapport du délégué provincial du ministre des Affaires sociales du Nord-Ouest situait les rémunérations entre 3 000 et 7 000 francs. Si on quitte le pays des 1001 nuits pour revenir à la réalité, on ne peut manquer de poser le problème de la maîtrise des transactions financières ainsi engagées. On se rendra compte que,
Pour 56 employeurs qui avouent être dans une relation à caractère économique, puisqu'ils payent l'enfant ou sont supposés le faire, un patron sur 5, soit 12, garde l'enfant pour le reverser plus tard, garde l'argent pour le reverser plus tard à l'enfant, et seuls 15 enfants sur 56 touchent effectivement leur argent, celui-ci étant remis à un parent dans 3 cas. Le fait que le patron conserve l'argent pour le reverser ne garantit cependant pas que l'enfant le touchera réellement un jour. Il est tout à fait possible que le patron invoque des raisons culpabilisant l'enfant, des fautes commises au moment de payer, ou se réfugie derrière une excuse comme le manque d'argent. Cependant, cette modalité permet de mieux contrôler l'enfant, qui sait qu'il peut tout perdre s'il contrarie son maître ou s'il le quitte avant terme, de même qu'elle donne à celui-ci un instrument de pression sur l'enfant, la perte du gain étant brandie au moment où se manifestent des tensions. Cet arrangement soigne aussi le portrait du maître comme bienfaiteur, celui qui donne à l'enfant le moyen de s'installer plus tard ou de jouir d'un capital d'une certaine importance, à condition qu'il tienne ses promesses. Nous restons là dans le registre du double langage. On remarquera que près de la moitié des intermédiaires, soit 25 sur 56, ont une main mise sur la rémunération des enfants. Quand ils touchent cet argent, ils prélèvent au passage un pourcentage et ne remettent aux enfants qu'une partie. Si les rémunérations des enfants sont modestes, elles sont encore susceptibles de diminuer puisqu'elles leur parviennent, dans ce cas, après le prélèvement opéré par l'intermédiaire. Nous arrêtons là pour une deuxième partie et nous reviendrons avec des réseaux de trafic, examen de quelques résultats. Merci.